Bonjour et bienvenue à tous en cette deuxième partie de Demain à la Une. Le candidat à la présidence des États-Unis l'avait promis, le président en poste l'organise. Chose promise, chose due. Le sommet de la démocratie voulu par Joe Biden est donc prévu les 9 et 10 décembre par visioconférence. 110 pays prendront part à cette rencontre, mais Pékin et Moscou n'ont pas reçu leur carton d'invitation. À noter qu'un deuxième sommet, cette fois-ci en présentiel, devrait se tenir dans un an. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette deuxième partie notre éditorialiste et spécialiste politique internationale Bruno Darou. Bonjour. Bonjour Aziza. Merci d'être avec nous. Et depuis Washington, notre correspondant Mathieu Mabin. Bonjour Mathieu, c'est d'ailleurs avec vous que je commence. Bonjour Aziza, bonjour Bruno. Bonjour. Un sommet de la démocratie. Le titre est très prometteur, en tout cas accrocheur. La liste des invités est longue. Que peut-on dire sur le choix des 110 invités qui sont aujourd'hui affichés par la Maison-Blanche ? Alors d'abord, il faut rappeler effectivement qu'il s'agissait d'une promesse de campagne de Joe Biden à un moment où le candidat démocrate dénonçait la perte d'influence des États-Unis sur la scène internationale, une perte d'influence qu'il reliait au personnage Donald Trump évidemment et à la somme impressionnante, souvenez-vous, de déclarations décrédibilisantes pour les États-Unis sur la scène internationale. Joe Biden partage avec ses prédécesseurs, Trump exclu évidemment, l'idée que le rôle de l'Amérique est bien de guider le monde, ce sont ses mots, et donc dans un contexte de campagne, promettre une réunion de ce type faisait sens, au moins en termes de communication. Mais évidemment, plus d'un an plus tard, et alors que Joe Biden a rendu au président américain sa place sur la scène internationale, notamment lors de grands événements comme le G7, le G20, les réunions sur le climat, et effectivement cette réunion des démocraties qui, vous l'avez dit, va rassembler 110 pays, cette réunion apparaît pour les observateurs ici à Washington un peu comme un machin de plus, vous me pardonnerez l'expression, elle appartient au général de Gaulle, comme vous le savez. On voit effectivement mal comment 110 nations pourraient interagir sans que ce rassemblement en visioconférence ne soit qu'un empilement interminable et successif de déclarations unilatérales. Ensuite, vient la question des invités. La définition de la démocratie n'est évidemment pas la même à Washington ou à Islamabad, par exemple. On peut donc être allié des talibans et siéger parmi les démocrates, mais à l'inverse, on peut être un pays membre de l'OTAN, comme la Turquie, mais ne pas être considéré comme une démocratie, puisqu'Ankara n'a pas reçu son carton d'invitation. Et un dernier exemple, bien gênant, on peut être membre de l'Union européenne et être rangé par Washington dans la même catégorie que Cuba ou la Chine. C'est le cas de la Hongrie, qui, elle non plus, n'a pas reçu son Bristol. Alors, il y en a deux autres qui n'ont pas reçu leur carton d'invitation, c'est la Chine et la Russie. Aujourd'hui, les deux pays, bien évidemment, dénoncent cette exclusion, Bruno. Pékin parle des États-Unis qui divisent le monde et Moscou ajoute que Joe Biden essaye de privatiser le mot démocratie. Oui, alors clairement, ce sont les deux pays en fait qui sont finalement visés, même si ce n'est jamais dit officiellement par cette opération du président Biden, parce que son idée, c'est de réparer effectivement la démocratie, l'idéal démocratique qui a été abîmé à l'intérieur des États-Unis, estime-t-il, avec la présidence de Donald Trump et notamment l'épisode électoral suivi de l'épisode du Capitole, et puis à l'extérieur aussi. Seulement, Mathieu le disait un peu, il y a les bons et les mauvais invités, c'est-à-dire qu'en fait, non seulement il faut être démocrate, mais surtout il faut être sur la même ligne que Washington. Si on n'est pas sur la même ligne que Washington, tout d'un coup on est moins démocrate. Ouais. Concernant la Chine et la Russie, c'est donc l'objectif, c'est de montrer que Joe Biden, les États-Unis vont réussir à réunir autour d'eux tous ceux qui sont considérés comme des démocraties, c'est-à-dire donc 110 pays sur 200 au total, mais certainement pas la Chine et la Russie, qui incarnent pour Joe Biden l'incarnation du mal avec des régimes autocratiques. C'est la grande obsession en quelque sorte de Joe Biden sur le plan diplomatique, c'est réaffirmer que les démocraties sont à la tête, bien sûr, ce sont les leaders, sont à la tête du camp démocratique contre le camp autocratique, essayer de redessiner, de faire se réincarner en quelque sorte une forme de guerre froide idéologique avec d'un côté ceux qui sont du côté du bien et de l'autre ceux qui sont du côté du mal. À noter que la Chine et la Russie se sont fait un peu piéger dans cette affaire puisque finalement elles ont protesté contre le fait de ne pas avoir été invitées, ce qui veut dire que d'une certaine manière elles avalisent le concept de démocratie mis en avant par Joe Biden. Absolument. Alors, justement, il y a un message ici pour la Chine, clairement, pour la Russie aussi, mais doublement pour la Chine d'ailleurs, Mathieu, puisque Joe Biden a choisi d'inviter Taïwan à la table de ce
sommet, ce qui hérite doublement Pékin. Oui, absolument. Et je rejoins absolument ce que disait Bruno à l'instant. Il s'agit là tout simplement d'une lecture américaine du monde. Pour des raisons évidentes, Joe Biden ne pouvait absolument pas inviter la Chine, mais était en quelque sorte obligé d'inviter Taïwan, au risque de signer l'abandon de l'île dans le contexte de tensions que l'on connaît. Et encore une fois, Taïwan est l'un des exemples qui nous fait poser la question suivante. Les occasions de confrontation entre géants sont suffisamment nombreuses. Pourquoi être allé inventer cette nouvelle opportunité d'exclure ou plutôt de bipolariser la planète? Puisque concrètement, la seule chose que l'on retiendra de cette réunion, c'est la liste de ceux qui ont été mis de côté et concrètement constituent une sorte de bloc de l'Est ou de non-alignés d'un nouveau genre autour de l'ennemi de demain, la Chine. C'est exactement ce que disait Bruno à l'instant. En clair, la réunion n'a pas encore eu lieu, qu'elle embarrasse déjà nombre de ses participants, dont la France, au point qu'il est difficile d'imaginer que la réunion des démocraties devienne un rendez-vous récurrent. Mais une petite question par rapport à cette liste des invités. Il y a eu des explications de la Maison-Blanche, justement, puisqu'on parle de démocratie de manière générale, mais il y a beaucoup de pays sur lesquels on se pose pas mal de questions. On a aussi des pays, alors on a le Brésil de Jair Bolsonaro, par exemple, qui sera présent, on a le Pakistan, etc. Est-ce que c'est les démocraties du monde et les alliés de Washington? Parce que même les alliés ne sont pas tous là. C'est quoi l'explication exacte? C'est probablement ce qui fait toute l'étrangeté de cette réunion, encore une fois. Reparlons du Pakistan, vous l'avez dit, le Pakistan est-il une démocratie? Oui, au regard de son mode de scrutin, de son Parlement, de sa Cour suprême, de ses institutions, en clair. Mais concrètement, une démocratie qui n'est rien sans son armée, qui conserve ouvertement le pouvoir réel dans ce pays depuis des décennies, on le sait, avec un service de renseignement qui terrifie tous ses voisins et qui a érigé le terrorisme en mode d'action ordinaire, disons-le. On voit bien qu'à côté de la Suisse et du Luxembourg, on ne voit pas très bien la nature du dialogue philosophique. À moins que cela nous soit peut-être expliqué par Jair Bolsonaro, le Brésilien, qui sera là, lui aussi, mais je doute qu'il ait des explications claires. En résumé, ce rassemblement était peut-être une bonne idée durant la campagne de Joe Biden, quand justement il voulait rendre ses lettres de noblesse à la démocratie américaine. Mais encore une fois, un an plus tard, un peu plus d'un an plus tard, il est probable que l'événement ne suscite plus d'embarras que de progrès réels. On a presque l'impression que c'est certains mariages où le plan table commence à poser un peu problème. Alors, justement, aujourd'hui, on parle des démocraties versus les régimes autoritaires, sauf qu'on voit, par exemple, des alliés des États-Unis, puisqu'on parlait aussi des alliés, entre autres les alliés traditionnels arabes, c'est le cas des Émirats, c'est le cas de l'Arabie Saoudite, etc., qui ne sont pas forcément invités à ce sommet. Alors que les États-Unis estiment qu'un pays, par exemple, comme l'Arabie Saoudite, est un grand allié de Washington. On vient d'ailleurs, les deux pays signent un accord, un contrat d'armement pour 650 millions de dollars. Oui, c'est toujours un peu la même chose. En fait, il peut y avoir des alliés stratégiques, mais qui ne sont pas forcément des alliés démocratiques. Alors, si on est optimiste, on peut estimer qu'en n'invitant pas ces alliés arabes traditionnels, Washington met un message en creux la pression sur eux pour qu'ils fassent des efforts pour aller vers davantage de démocratie. Bon, c'est peut-être le cas. En étant plus pessimiste ou plus réaliste ou plus lucide, je ne sais, on peut estimer que Washington s'est dit que là, franchement, inviter un pays comme l'Arabie Saoudite à un forum sur la démocratie, ça ferait quand même mauvais genre, mais ça n'empêche pas, avec une forme de réel politique que les États-Unis ne sont pas seuls à pratiquer dans la région, confère la visite actuellement d'Emmanuel Macron justement aux Émirats Arabes Unis et demain précisément en Arabie Saoudite. Bon, voilà, on ne peut pas les inviter, mais ça reste des alliés stratégiques et puis de très bons clients pour l'industrie d'armement. Et dans ces cas-là, les valeurs démocratiques et les valeurs de droits de l'homme, ça passe très nettement au second rang. Donc de la place plutôt pour la réelle politique. Alors justement, en parlant de démocratie, ce que disait tout à l'heure un peu Bruno est assez intéressant. Ça veut dire que si Moscou et Pékin refusent aujourd'hui, en tout cas dénoncent cette exclusion, ça veut dire que quelque part ils reconnaissent qu'ils auraient dû prendre part à un sommet de la démocratie, en tout cas qui aurait la légitimité d'exister. Je voudrais juste signaler quelque chose, Mathieu, c'est que l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale, basé à Stockholm, a publié lundi 22 novembre son dernier rapport bisannuel sur la situation politique dans le monde, un rapport qui, lui, classe les États-Unis aujourd'hui dans la liste des démocraties, justement, en recul à cause de l'ère Trump. Alors, finalement,
c'est très subjectif en fait. Et puis, est-ce que les États-Unis sont ceux qui devraient appeler un sommet de la démocratie aujourd'hui? Oui, et c'est ce qui fait de ce sommet une étrangeté, on l'a dit. Effectivement, la perception que les nations peuvent avoir de la notion de démocratie, cette notion philosophique, démos kratein, le pouvoir au peuple, c'est la racine étymologique du mot démocratie. Évidemment que ces perceptions varient au gré des continents et au gré des histoires. Et effectivement, le paradoxe de ce sommet, c'est que l'Amérique en est une très belle démonstration. Il y a un peu moins d'un an, il faut s'en souvenir, le peuple américain, une représentation du peuple américain, un fragment du peuple américain marchait sur le Capitole des États-Unis, sur le temple de la démocratie, justement pour reprendre les mots de Joe Biden, avec l'intention de s'opposer physiquement à un processus démocratique en cours, c'est-à-dire la validation de la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. Eh bien, encore une fois, c'est un paradoxe. Bruno l'a dit tout à l'heure. Joe Biden voulait rappeler au monde que les États-Unis étaient de retour dans le concert des nations et plus que cela en tête de ces nations démocratiques, mais avec l'intention non formulée effectivement de constituer ce bloc, ce nouveau bloc bipolaire face à la Chine, une forme d'alternative au modèle chinois, dans la perspective d'une confrontation évidemment diplomatique, économique bien entendu, et pourquoi pas militaire, c'est ce que redoutent en tout cas les observateurs ici à Washington. Merci beaucoup Mathieu Mabin pour ces explications. Merci Bruno d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis pour ce nouveau numéro de Demain à la Une. Très bon week-end à tous et à la semaine prochaine.